Élection municipale et couplée en Côte d'Ivoire. Les candidats ont reçu aujourd'hui les affiches et spécimens des bulletins de vote. Le programme national de distribution des lampes basse consommation. Dans cette édition, nous parlerons de l'étape de la commune d'Abobo. Enfin, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique australe sont réunis au Tchad. Au menu, la crise centrafricaine. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Pour commencer cette édition, la troisième étape du programme national de distribution des lampes basse consommation. Après Yamoussoukro, dans la région des Lacs et la municipalité de Trècheville, des agents sillonnent la commune d'Abobo pour installer gratuitement des lampes basse consommation dans les ménages. Tout de suite, les détails avec Michel Digré. Dans plusieurs foyers de la commune d'Abobo, les ménages utilisent les lampes classiques à incandescence, une habitude acquise depuis plusieurs décennies. On ne sait pas si ça consomme beaucoup. On ne va pas faire attention, sinon ça on utilise toujours. Pour les ménages qui ont adopté les lampes basse consommation, les avis sont partagés quant à leur impact sur le montant des factures. Quand on utilise les autres là, orange là, bon, ça consomme plus. Donc, comme on a vu, on a pris ça, c'est un peu, la facture diminue, donc c'est normal. On dit que ça consomme moins, mais sur nos factures, rien ne change. Donc, je ne sais pas si c'est économique vraiment. Du côté du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'on est formel, les lampes basse consommation utilisent 3 à 4 fois moins d'énergie que les lampes classiques. En témoigne le bilan de l'opération de distribution gratuite de ces lampes à Trècheville et à Yamoussoukro. À fin décembre 2012, pour ces 2 sites pilotes, c'est près de 600 millions de francs d'économie que les ménages de Trècheville et de Yamoussoukro ont réalisé, soit un gain moyen de l'ordre de 2000 francs CFA par facture et par bimestre. À Abobo, l'objectif est d'installer 95 000 lampes basse consommation dans les ménages. L'ensemble de l'opération permettra la distribution gratuite d'environ 5 millions de lampes sur le territoire national. La campagne va durer 24 mois. Le coût est estimé à 11 milliards de francs CFA. On reste toujours dans le domaine de l'énergie, mais cette fois dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le village de Djorofa, situé dans la commune de Djibrosso, est désormais électrifié, et cela grâce à l'énergie solaire. C'est une initiative de plusieurs cadres de la localité, aidée par la municipalité de Djibrosso et le Fonds pour l'environnement mondial. Reportage Franck Quadio. Djorofa, un village de la sous-préfecture de Djibrosso dans le département de Kani. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire, un pays karadjan. Il fait nuit et dans l'obscurité, la famille Traoré prend son dîner. Je suis obligé d'accepter comme là. Je ne suis pas à l'aise, mais compte tenu des moyens, donc je ne peux pas faire autrement. Un brin de fatalité partagé par de nombreux pères de famille, tous des paysans, ici à Djorofa, mais le bout du tunnel n'est pas loin. Il est même vécu par certains. Diomandé Ousmane est un privilégié. Il fait partie des 22 familles les plus anciennes sélectionnées par le village pour bénéficier du projet d'électrification à l'énergie solaire. Pour charger les portables, il fallait envoyer à Djibrosso, qui est à 10 km de chez nous. Bon, vraiment, ce n'était pas facile pour nous. Bon, avec l'arrivée de l'énergie, on dépense moins, on ne paye plus pile pour alimenter les lampes chinoises, on ne paye plus de pétrole. À l'initiative du projet, les cadres, appuyés par la municipalité de Djibrosso et le FEM, Fonds pour l'environnement mondial, le coût global, 16 millions de francs CFA. Les élèves à Djorofa n'ont jamais étudié à l'électricité. Les ménages n'ont jamais connu l'électricité. Donc en termes d'amélioration de conditions de vie, c'est un apport. L'électrification à la base, une porte ouverte vers le développement et sur l'extérieur, ce ne sont pas les jeunes du village qui vont s'en plaindre. Leur foyer, inauguré pour l'occasion, dispose d'un téléviseur grand écran et d'un décodeur numérique.
Le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle organise depuis ce mercredi 3 avril un atelier national tripartite. 2 points au centre des réflexions, la promotion de la santé et sécurité au travail et l'amélioration de la productivité. Les explications de Hamza Diaby. Les travailleurs représentent plus de la moitié de la population mondiale et tout travailleur a droit au meilleur état de santé physique et mentale. Cependant, seulement 5 à 10% des travailleurs des pays en voie de développement ont accès à des services de santé au travail appropriés. Résultat, ce sont des millions d'entre eux qui meurent chaque année de maladies professionnelles ou d'accidents de travail. Un manquement à corriger. C'est ce à quoi s'attelle le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle à travers la tenue d'un triple atelier national tripartite. La vision d'ensemble de nos activités éprouve aujourd'hui l'impérieux besoin de poser les prémices d'une véritable politique de santé et sécurité au travail et donner ainsi une lisibilité et une visibilité aux actions à mener pour promouvoir la santé sur les lieux de travail, et réduire ainsi les risques d'accidents de travail et maladies professionnelles. Une mission à laquelle prennent part plusieurs organisations. Les chefs d'entreprise, ce sont eux qui ont les unités économiques. Dans l'unité économique, la ressource indispensable et nécessaire, c'est le travailleur. Donc il faut protéger ce travailleur, il faut donc faire en sorte que le cadre dans lequel il travaille soit propice à la productivité. Les réflexions vont donc être menées sur le renforcement des cadres institutionnels du dialogue social, l'adoption de la politique nationale et la stratégie de ratification des conventions BIT en santé et sécurité au travail. Toujours au chapitre santé, une mission de cardiologie interventionnelle se déroule à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. 15 patients ont pu bénéficier d'une intervention chirurgicale visant à faire circuler correctement le sang au niveau du cœur. Reportage Grace Kando et Michel Digré. Raphaël, 58 ans, souffrait de problèmes cardiaques. Grâce à la collaboration de cardiologues français et ivoiriens, sa vie n'est plus menacée. Il vient de bénéficier d'une implantation de stent corollaire, une intervention pour une meilleure circulation du sang dans les artères. Tout comme Raphaël, une quinzaine de patients ont subi cette intervention. À partir de 11h30 par là, ils m'ont pris et on est allé au bloc. Je vous jure que j'avais des appréhensions, j'ai commencé à avoir peur un peu. Mais quand le docteur m'a rassuré, j'étais couché. Ils ont fait le travail, je n'ai rien senti. Jusqu'à ce que lui-même m'appelle pour dire, M. Affron, c'est terminé. Professeur Roland Guetta de l'Institut de cardiologie est par ailleurs le premier cardiologue en Afrique noire francophone à avoir réussi une implantation de stent coronaire. L'angioplastie coronaire consiste à rétablir correctement le flux dans les artères coronaires en traitant ces rétrécissements ou en désobstruant ces artères coronaires. Les maladies cardiovasculaires sont en outre causées par le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Il s'agit de prendre en charge correctement l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies et les patients également qui sont en surcharge pondérale, favoriser l'activité physique. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, nous avons une équipe médicale capable de prendre en charge donc, ces patients. Depuis 2 ans, l'Institut de cardiologie d'Abidjan dispose d'un plateau technique performant qui permet l'implantation du stent coronaire. La campagne électorale pour les élections municipales et régionales couplées va s'ouvrir le 5 avril prochain à minuit. Mais avant l'événement, la commission électorale indépendante, la CEI, a procédé aujourd'hui à la remise des affiches et spécimens des bulletins de vote aux différents candidats. On fait le point avec Camille Kanga. Les affiches des candidats et les spécimens des bulletins de vote ont été remis ce mercredi aux candidats aux élections couplées du 21 avril prochain à la CEI. Je suis venu récupérer les affiches. J'ai reçu 300 affiches. Ça se passe bien, ça se passe très bien. On sent l'engouement et en même temps une pression, mais en même temps aussi un soulagement parce que nous voyons que nous allons inévitablement vers cette élection. Avant cette étape, le président de la CEI a échangé avec les chefs religieux et les chefs traditionnels. Le but, amener les électeurs à accomplir leurs devoirs civiques de façon pacifique. La commission électorale indépendante compte donc sur vous
pour nous aider à créer et à maintenir un climat apaisé avant, pendant et après le déroulement du vote. Il y a des mécontents, il le dit, je suis sincère, mais on doit pardonner pour que nous rentrions effectivement dans les grands pays de ce monde où tout s'est fait dans la paix. Les élections sont des jeux, vous comprenez, et que aller aux élections, ce n'est pas la guerre. Il faudrait que nous partions aux élections tout en souriant et qu'on ressorte aussi tout en souriant. Les élections municipales et régionales scellent le retour à la vie constitutionnelle en Côte d'Ivoire. La campagne électorale débute le 5 avril prochain. Et pour sécuriser justement le scrutin municipal et régional couplé, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a rencontré les forces de sécurité. Des zones sensibles ont été repérées et seront donc sécurisées. À cet effet, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et la Force Licorne vont travailler conjointement avec les forces nationales pour le bon déroulement des élections. Et maintenant, on en arrive aux réactions. On écoute le ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi, et ensuite le président de la CEI, Youssouf Bakayoko. Notre préoccupation est que les élections se tiennent de façon apaisée, qu'il y ait la sécurité pour les électeurs, que les électeurs puissent donc accomplir leur devoir sans risque et que les candidats comprennent la nécessité de maintenir ce climat apaisé. On sécurise les urnes, les bulletins, d'Abidjan vers les lieux de vote. On sécurise aussi ce matériel sur place. Quand il va arriver, il va être dépouillé, positionné. Et on sécurise aussi le jour du vote, c'est-à-dire les lieux et les bureaux du vote. Et troisièmement, lorsque les élections sont achevées, le vote est achevé, on transporte donc les bulletins et les urnes à un lieu de dépouillement. On sécurise aussi ce convoi et l'opération de dépouillement. Concernant la situation au Mali, les commandants des forces républicaines de Côte d'Ivoire, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et la Licorne ont tenu une conférence de presse conjointe hier. Au menu, la participation ivoirienne à la mission internationale de soutien au Mali. Il a été également question du renforcement de la position des forces armées à l'ouest de la Côte d'Ivoire. En bref, le décès du contrôleur général de police Yao Broualin ce mercredi 3 avril à l'hôpital américain de Neuilly en France. Il a été victime d'une fusillade. Son véhicule avait essuyé plusieurs tirs dans la nuit du lundi 11 mars dernier. Yao Broualin était précédemment directeur de la formation et de l'École nationale de police. Un tout autre sujet à présent, l'organisation Ivoire Développement et Coopération a procédé aujourd'hui au lancement de son projet intitulé Paix et Amour 2013. Il s'agit d'emmener chaque Ivoirien à signer une charte pour la paix. Un exemple, dites-vous, Thomas Guessambi, qui s'inspire de l'histoire de la Suisse. Ivoire Développement et Coopération, une agence de développement qui veut participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Mais avant de matérialiser cette volonté, l'organisation prend pour point d'appui la cohésion sociale. Elle lance donc depuis ce mercredi 3 avril une campagne dénommée Paix et Amour 2013. Une initiative qui consiste à amener les Ivoiriens à signer une charte Alliance nationale de paix et d'amour. On veut faire des projets de développement, donc l'encadrement des jeunes, on veut travailler dans le recyclage, dans le développement durable. Mais avant d'aller plus loin, il faut absolument parler de paix. Il faut absolument qu'il y ait la stabilité. Ouara Likine, artiste écrivaine, adhère au projet qu'elle juge du reste singulier. Elle a une initiative très originale. Les gens s'engagent individuellement. Il y a une charte qu'il faut signer individuellement. D'autres pays l'ont fait, la Suisse l'a fait alors qu'ils se battaient tout le temps et ils ont fait un acte comme celui-là, d'engagement personnel. Donc je crois que ce n'est pas une action de trop.
Le temps des signatures a donc été donné à l'occasion. Ivoire Développement et Coopération compte en récolter 4 millions sur toute l'étendue du territoire national dans un livre d'or qui sera déposé au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Et c'est au mois de mai que les équipes d'IDC se déploieront sur le terrain. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.